22 janvier. Il est 1 heure bien passée. Après avoir passé du temps avec la thématique de fenêtre sur drame, j'aimerais passer à autre chose. Je cherche une idée, un prétexte, un thème, peu importe, et en cherchant, évidemment les choses se suivent, il y a toujours un lien, il y a toujours comment dire, un début, puis il y a une progression, et ça peut commencer quelquefois, surtout la chose qui est quand même à signaler, c'est que dans le passage d'une langue à une autre, il est possible qu'une chose qu'on a traitée dans une langue, elle ne vient à l'esprit dans l'autre langue, quand on a 2 langues ou 3 langues, elle ne vient à l'esprit que beaucoup de temps plus tard. Ce qui fait qu'elle n'est pas totalement, d'abord elle n'est pas originale, mais en plus, on ne peut pas dire qu'elle s'associe obligatoirement aux propos précédents. En tout cas, en cherchant, donc quand on cherche, on est, on est un peu dans l'attente, on est un peu dans une certaine forme d'angoisse ou de questionnement en tout cas. Donc, et l'idée, d'où logiquement quelque part vient le mot de dérive, la dérive. Donc j'imagine que la dérive vient du fait qu'on s'éloigne du rivage, quand on n'est plus, quand on commence à se laisser emporter par les courants et emporter par les aléas de toute nature. La dérive d'un être, d'une unité biologique qui n'est pas qu'une unité biologique, mais là, qui ne sait pas à quoi elle peut se référer. J'avais une idée un peu de l'être cosmopolite. J'avais lu ça quelque part. Donc, un être serait totalement, aurait des origines totalement presque improbables. Un Sri Lankais qui serait né d'une mère sud-africaine, peut-être Zoulou par exemple, et son père serait lui un Norvégien, et le père et les parents, là aussi on peut continuer, les parents du Norvégien seraient eux, je ne sais pas, ils viendraient d'Argentine par exemple, mais eux seraient d'origine italienne, et etc. On peut multiplier. À un moment donné, une certaine partie de la littérature a présenté cela comme impossible. On peut vivre en étant j'allais dire d'obédience, non, en étant de territoire, à tout le moins symboliquement parlant, ou très éloigné. Donc, quand on voit la difficulté qu'on a à être de 2 territoires qui se connaissent, qui se fréquentent, qui s'interpénètrent, et pourtant, alors si on doit appartenir, si j'avais décidé d'aller m'établir en Allemagne, ce qui aurait été possible, ou alors au Québec, ce qui aurait été là encore possible, ou en Russie, puisque là c'était aussi une possibilité. Donc si j'avais choisi, je laisse de côté la Grande-Bretagne, ça aussi c'était une possibilité. Il y avait
trois possibilités principales, la Russie, l'Allemagne, l'Allemagne, le Canada, puis on peut ajouter l'Irak ou l'Égypte. Et donc, la destination qui se présentait avec le moins de risques, en tout cas c'est comme ça que ça apparaissait à l'époque, c'était la France. Puis la présence de la France était dominante, archi-dominante par rapport à d'autres pays. Si je compare la présence irakienne et la présence française, il n'y a pas moyen de comparer malgré... Il y avait quelques revues, voilà. L'Irak était présent par des revues, mais pas par la radio, pas par je veux dire, autre chose qu'un poète ou des choses comme ça. Donc c'était par le passé évidemment, mais par le présent, il n'y avait pas de cinéma irakien qui aurait pu faire pénétrer un peu dans l'univers de ce pays. Ne parlons... Pour la Russie, l'Allemagne, c'était juste une radio. C'était ça le lien, c'est à travers la radio allemande. Et voilà, donc le lien était plus fort avec la radio anglaise. D'ailleurs, la radio anglaise en arabe était la radio s'exprimant en arabe et qui avait comment dire, l'audience la plus importante. Il n'y avait rien pour l'égaler. À l'époque, la France n'avait pas de radio arabe, et la radio allemande émettait pendant quelques heures, mais pas pendant beaucoup d'heures. Donc on avait la radio américaine, la radio russe, mais la radio russe n'était pas très, comment dire, sexy, elle n'attirait pas. C'était une radio très puissante quant à ses capacités d'émission, mais c'est tout. On ne pouvait pas suivre. De la même façon, il y avait la radio américaine qui était, elle, là aussi, très idéologisée, de façon, je veux dire, quelque part insupportable. La radio anglaise, normalement, travaillait aussi pour créer des ponts entre l'Angleterre et les pays arabophones, mais cela se passait de façon beaucoup plus douce, pas trop apparente. Il y avait les cours de la civilisation anglaise, il y avait les émissions aussi autour de l'apprentissage de langue anglaise, et il y avait autre chose, mais ça passait bien, ça s'intégrait bien dans la variété des programmes proposés. N'oublions pas que la radio anglaise en arabe date de la fin des années 30 et du siècle dernier, ce qui lui fait une antériorité conséquente. Voilà donc la dérive, elle commence, elle apparaît, elle commence, elle se concrétise par les courants culturels qui traversent la personne. Je me rappelle, quand on regardait les films de Bruce Lee, il y avait une sorte, comme si, évidemment, la culture chinoise ou les valeurs, je ne sais pas, du shintoïsme ou des choses comme ça passait pas. C'était pas, c'est juste l'envie de faire des gestes, d'imiter l'acteur, mais sans plus. T'es pas attiré par autre chose. S'il y avait un centre culturel chinois, je sais pas comment on les appelle d'ailleurs, ces centres, ils portent bien un nom, comme l'Allemagne nomme ses centres culturels Goethe. Il est possible que les Chinois aussi donnent le nom d'un illustre personnage à leur présence, à leurs diverses missions
d'infiltration culturelle et idéologique de par le monde. Et après, donc, finalement, la France, c'était à l'école même. On rencontrait la France dès le début, très vite, on l'a rencontré à l'école élémentaire, puis on passait, puis la France, voilà, les films, même les films qui ne sont pas d'origine fabriquée, faits en France, ils étaient sous-titrés, enfin, ils étaient doublés en français, et tout passait par la langue française quand ça ne pouvait pas passer par la langue arabe, ça passait par la langue française. Donc il y avait une présence là. Ça créait évidemment des sortes ça créait les conditions d'une fracture entre une fracture à venir entre ce que peut finalement ce que peut revendiquer un être et entre la palette de ces revendications. Et il y a j'ai reçu la voix, un duo entre une chanteuse et un chanteur, peut-être quelqu'un qui n'est pas exceptionnel en soi. Cette chanteuse qui est un peu oubliée maintenant, dont je viens d'oublier le nom de scène, en tout cas, mais ça faisait comme si j'étais comme si je recevais la confirmation que mon destin était ailleurs que dans mon univers, qui était, on voit l'important, j'avais envie de pleurer, tellement j'étais sensible à cet échange purement factuel et purement, j'allais dire, commercial. On est arrivé même à marier des chanteurs pour finalement profiter pour créer un événement qui se répercuterait sur les ventes de leur album. On a créé une histoire, Ringo et Sheila par exemple. Alors, la personne qui a chanté, alors je ne sais pas si il y a un Marie, il y a un prénom Marie dans son nom de scène, et je suis sûr qu'elle n'a pas eu d'histoire avec son accompagnateur. Je ne sais même pas si elle s'est mariée, on ne connaît pas trop sa vie privée, mais apparemment c'est pas quelqu'un qui vit de façon très n'a pas une sociabilité extraordinaire. Donc voilà, donc c'est la dérive. Comment on est la dérive. Comment on accepte soi-même de se jeter comme ça dans l'inconnu pour aller quérir ou pour aller chercher une terre dont on a entendu parler, mais dont on ne connaît pas grand-chose au final. On sait qu'elle est quelque part au-delà de l'horizon. Donc on n'a pas vraiment les moyens de faire une longue traversée, on n'a pas l'expérience, on n'a pas les accompagnateurs, on n'a pas l'équipage, on n'a rien et on se lance. Voilà la traversée. Et autant quand j'ai pris la mer une fois, et sur le bateau qui appartenait à mon père, autant j'ai été totalement effrayé par le côté totalement instable et cette chose qui posait comme ça sur l'eau, qui finalement, au sec, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, c'est vrai, etc. Mais dans l'eau, ça devient rien.
une chose qui n'a pas la puissance qui est à la merci des courants, évidemment. Et c'était une journée normale, pas de tempête, rien. C'était une journée normale et pourtant, et j'ai vu la quantité d'eau et j'étais totalement, peut-être, j'ai subi un choc en voyant cette quantité d'eau. Évidemment, on imagine tout de suite que c'est profond. On ne peut pas dire, tiens, c'est juste quelques mètres. Non, là, on s'est éloigné de la plage, on s'est éloigné de la rive, donc on est peut-être au-dessus d'une profondeur de quelques centaines de mètres. Voilà, donc c'est le plateau continental, mais c'est quand même profond. Et donc, mais là, j'avais un exemple concret de ce que peut vouloir dire prendre la mer sur une coquille de noix, sur quelque chose de fragile. Et je sais que de ma ville natale est parti un radeau fait en roseau qui est allé faire la traversée de l'Atlantique et est arrivé assez finalement dans une... il est arrivé difficilement à boucler son voyage, mais il l'a fait. Donc c'était un Norvégien qui avait fait la traversée accompagné de marins locaux et autres. Et donc, mais le bateau de mon père, lui, il était plus costaud quand même, mais il était sûrement pas fait pour il était fait pour des missions de courte durée. Je sais pas, c'est pas c'est un bateau peut-être un peu ancien, peut-être, mais il est quand même plus solide qu'un radeau, une sorte de fait avec des matériaux qui peuvent finalement se détériorer au fil de l'eau, surtout de l'eau salée. Donc il y a évidemment des tempêtes, etc. Alors on peut avoir peur comme ça et ne jamais reprendre la mer sur des petites embarcations. Évidemment sur de gros bateaux qui traversent les détroits, etc. On a moins conscience. C'est un énorme truc, on s'enfonce dedans, puis on oublie. Et voilà. Donc on traverse le temps, ça dure quelques heures, puis après on est plus angoissé par ce qu'on va trouver de l'autre côté plutôt que par la traversée elle-même, par les dangers possibles de la traversée. Donc, ouais, quand on fait un voyage comme je l'ai fait moi, on n'a pas idée de la dangerosité et du risque qu'on prend. On avance très sûr de soi presque, totalement en aveugle. Et voilà, et on n'a ni carte, on n'a pas de carte, on n'a pas de manuel, on n'a rien. Et à la fin, voici le résultat devant vous. C'est un résultat, et voilà, donc c'est pas très glorieux. Si comment les choses finalement comment les choses se font ou ne se font pas à la dérive. À la dérive. Alors il faut toujours il y a comme un impératif de bien faire, d'essayer de bien faire. En ce moment, j'ai pas envie de bien faire. Je trouve que j'ai déjà trouvé le titre. Ce titre de dérive au pluriel peut être intéressant. D'ailleurs, je cherche toujours un titre qui peut se prêter et dire à l'édition. On pourrait voilà, mettre ce titre et on peut finalement mettre des tas de choses
derrière, dérive. Euh, et en fait, on est partout dans une sorte de dérive. On voit les masses continentales, elles dérivent sur le plancher, je ne sais pas, sur le manteau, je ne sais pas, il y a une sorte, la dérive des continents, c'est quelque chose qui se passe, mais un rythme dont on n'est pas conscient. Il y a la dérive, la Terre aussi se déplace, et à chaque fois, la dérive est une constante. Le fait d'avancer, parce que peut-être que la Voie lactée elle-même se déplace, et donc le centre galactique, elle se déplace vers le centre galactique où elle s'en éloigne. À chaque fois, moi je ne sais pas. En tout cas, il y a un effet comme ça de... on ne peut pas s'installer. La Terre n'est pas au même endroit qu'il y a quelque temps. Elle se déplace mécaniquement, donc selon le jeu de ses forces de gravité, j'allais dire, à une échelle inimaginable, à une échelle ultra... D'ailleurs, on disait, à propos du voyage dans le temps, on disait que on pourrait voyager dans le temps, mais on se retrouvait dans le vide parce que la Terre qu'on voudrait rejoindre n'existerait plus. Et quelque part, on disait que la Terre, dans le temps, elle se déplace, on peut pas, on peut retourner dans le temps, mais notre temps peut-être, mais pas celui de la Terre. Je ne sais pas comment on disait dans cette chose-là. D'ailleurs, ça pourrait être utilisé pour parler de celui qui retourne en arrière, qui revient vers son lieu de départ. Et il voudrait un peu retrouver les paysages qu'il a quittés. Et c'est impossible de retrouver ce qu'on a laissé derrière soi. Ce qu'on a laissé derrière soi, on l'a laissé presque de façon définitive. Il y a, dès qu'on met le pied, dès qu'on avance, dès qu'on on se détermine, on choisit de voyager, d'aller vers l'inconnu, on crée une sorte de rupture qui va obligatoirement, qui va en s'accentuant. Cette rupture, et voilà, elle est peut-être nécessaire à certains, elle est vitale pour d'autres peut-être, qui sait. Voilà, l'idée de la dérive vient aussi du fait qu'il y a des gens qui physiquement prennent la mer pour aller vers un lieu, mais au risque de partir à la dérive. Alors, il y a là un risque de dérive réel, et puis moi je parle de la dérive qui est de l'ordre de l'appartenance ou de l'identité ou finalement ou des choses de cette nature-là. Qui suis-je et qui suis-je en ce moment et qu'est-ce que j'ai été il y a quelque temps et vers où je vais. Je ne suis je suis d'une certaine façon non pas partagé mais carrément désarticulé, démembré. Il n'y a plus rien qui puisse
donner le sentiment d'une intégrité. Tout a, tout s'est fragmenté. Il y a un être, il parle dans une langue, alors il cherche une langue refuge. J'ai cherché dans la langue arabe classique un refuge. Ça a tellement bien marché que finalement j'en suis revenu. Après, je voulais aller vers l'arabe dialectal. Et là, mais c'était pas pour me réfugier dedans, c'était pour varier. Là, je suis revenu vers le français depuis un moment. Et finalement, je m'en fiche un peu, puisque je faisais un peu de l'arabe pour faire plaisir à des gens qui pourraient avoir envie de me suivre. Et finalement, voilà, je suis de nouveau revenu vers le français, mais le français signifie encore plus d'enfermement. Je suis dans quelque chose à laquelle on ne pourrait jamais m'assimiler. On ne pourra jamais dire de moi que je suis un Français. Si moi je le dis, on va pas, on va pas être d'accord avec moi. On va pas me l'accorder. Je dis tiens, je suis, je peux pas dire je suis francophone. Alors tous seraient francophones, parce que déjà je créerais une sorte de distance. Là, je dis je suis français puisque je parle le français, puisque je vis en France. Donc je suis français par la force des choses. Il faut. J'ai vécu suffisamment longtemps dans ce territoire pour dire que je suis de mon territoire de vie. On peut réduire un peu, mais ce territoire appartient à un territoire plus grand appelé la France. Donc après, comme dans certains pays, pour avoir le droit à la naturalisation, il faut jurer fidélité, il faut jurer je ne sais quoi au pays. Là, moi, je ne suis pas prêt de jurer obéissance et fidélité au récit national français. Moi, j'aborde Napoléon et tout ce qu'il peut représenter. C'est évident que pour moi la France n'est pas un exemple à suivre. La France est un pays criminel en plein de points. C'est une donnée historique. Après, elle n'est pas la seule, bien entendu. Tous les pays sont potentiellement criminels. S'ils ne le sont pas dans les faits, ils pourraient le devenir. Ce n'est pas une spécificité française. Après, oui, on pourrait dire, oui, la France a du sang sur les mains, mais je ne sais pas, Donc, on me donnerait la nationalité française, mais on ne m'obligerait pas, la citoyenneté française, mais on ne m'obligerait pas à, finalement, aller dans le sens d'une doxa avec laquelle je ne suis pas d'accord. Bien entendu, on affirme une chose, l'affirmation est souvent discutable. Il est évident que ce qu'on dit n'est pas définitif. Donc, à vous de me prouver le contraire. Quand j'affirme une chose, si je suis anti-napoléonien, anti-figure de ce conquérant, de cet assassin de masse, ce tueur de peuple, finalement, et de ce voleur, et de ce qui a fait main basse sur des trésors. Alors évidemment, ce qui pourrait un peu atténuer ça, de dire qu'il a volé l'Italie, mais l'Italie elle-même a volé
a volé de partout. Elle a volé l'Italie dans sa période romaine, a volé en Grèce, et puis même plus tard, elle a volé, elle a volé en Grèce les deux lions, si je me souviens bien, qui se trouvent, je ne sais plus dans quelle ville d'Italie, ont été volés à Constantinople. Il y a, voilà, l'histoire de la France et de l'Italie n'est pas que vol ou que il y a aussi des créateurs italiens qui ont séjourné en France, et si la France possède certaines de leurs créations, c'est parce que elle leur a payé. Donc c'était pas du vol, c'est quelque chose qui a été commandé, c'est une commande. Voilà donc, mais quelque part, la chose qu'on demande à la France, c'est d'avoir l'esprit ouvert pour la critique. Pour la critique, même quand elle dérange. Il n'y a pas à construire des sacralités, il n'y a pas à construire des tabous, il n'y a pas à construire, j'allais dire, à remplacer un dogme par un autre. C'est une république non dogmatique, c'est une république, et pourtant il y a beaucoup de dogmes, il y a beaucoup de vérités inaliénables, de vérités auxquelles on ne doit pas, qu'on ne doit pas contester. Alors évidemment, quand je dis certaines choses, j'ai des références dans mon esprit, mais je ne vais pas les sortir parce que ça alourdirait le propos sans que ça soit nécessaire. Juste, le président actuel a reconnu que la France a eu un passé criminel en Algérie, donc a demandé pardon, quelque chose dans ce genre. Après, il y a toujours le problème de demander pardon. Après, quand on reconnaît quelque chose, à ce moment-là, l'autre peut exiger des compensations, des réparations, et donc là, ça devient une affaire un peu plus difficile à gérer. L'exemple de la Turquie avec les Arméniens, et donc là, c'est évident que la reconnaissance d'un événement, comment dire, qui pourrait être un événement assez tragique, finalement implique là aussi de réparer. Et la réparation, ça se fait en monnaie sonnante et trébuchante, en argent sonnant et trébuchant. Voilà quelle est donc la dérive. Et en fait, c'est une dérive évidemment métaphorique, mais c'est une dérive volontaire quelque part, puisque à un moment donné, ça devient la seule chose qui nous pourrait nous définir. Je vois passer des choses, je vois des mains qui se tendent, je vois des gens qui veulent me guider, qui veulent m'orienter. Je vois même des gens qui se proposeraient de m'amener à l'endroit où je compte aller. Mais moi, je ne veux arriver nulle part. Je veux rester dérivant. Je veux rester dans cette situation de non-aboutissement. Je sais que il arrivera un moment où je vais soit être avalé par la mer, soit rejeté au bord d'une plage ou une autre, en état de cadavre, je sais pas quoi. En tout cas, tant que je peux, je reste dans mon embarcation que j'entretiens comme je peux,
et je me nourris comme je peux. Évidemment, je souffre d'un certain nombre de privations, mais ce n'est pas grave. Je suis de temps en temps secoué par des tempêtes, par des, par des sortes de désordre, des sortes de bouleversements. Et je dois quand même, j'essaie d'y survivre. Alors, quelquefois, après le passage d'une tempête, je suis un peu comme mort et je dois ressusciter, je dois revenir à la vie de nouveau parce que je pense que je n'ai pas encore atteint le moment où il faut que je cesse de lutter. Je lutte tout en sachant que ma lutte ne sert à rien et que j'ai perdu la bataille depuis longtemps. Donc la dérive, je dérive. Donc l'exploration de cette thématique de la dérive, alors elle peut, comment elle peut se dérouler, comment elle peut se passer, la dérive. En fait, c'est une figure intéressante comparée à celle de l'exil, comparée à celle de l'immigré, comparée à celle de celui qui est placé dans une sorte de position de victime. Moi, je suis victime de rien. Je suis victime d'être né à un moment, peut-être à un moment particulier de l'histoire, un moment pendant lequel certaines choses changent rapidement. Mais je ne peux pas trop non plus en vouloir à mon époque, puisque toutes les époques ont eu certainement, les époques antérieures ont eu certainement leur lot de difficultés, ne serait-ce que la problématique de la faim, la problématique des privations, la problématique des épidémies, etc., etc., puis les guerres de toutes sortes, les guerres de proximité, si je puis dire, l'insécurité de toutes parts, l'avènement des États modernes ou contemporains a permis quand même de stabiliser les choses, de relier les territoires, de permettre les échanges, de permettre aux gens justement d'aller d'un endroit à un autre sans craindre pour leur vie ou pour leur bien. Il y a des choses. Après, ça crée des êtres un peu pluri-appartenants, identitaires, je ne sais pas comment on peut le dire, mais ils ne savent pas, c'est comme obtenir le dosage, le bon dosage. Je sais, il y a des choses que je fais de façon très régulière, je sais doser, j'ai appris à doser. Il m'arrive, quand je veux faire mon café, je suis arabica, donc ça aurait été du robusta, ça aurait été autre chose, mais même avec le robusta, j'ai un certain nombre de doses pour une certaine quantité d'eau, et a priori, si j'enlève un petit bout, le résultat de la totalité de un petit bout serait totalement différent. Donc je veille bien à respecter la limite et à ne pas la dépasser ni dans un sens ni dans l'autre. Si j'enlève un peu de matière, le résultat serait un peu trop léger. Si je rajoute, le résultat va être un peu trop fort. Et donc, ça ne correspondra pas à mon goût, à l'idéal du goût que j'ai cultivé. Donc, finalement, le dosage entre les éléments à soi, puisque la langue arabe fait partie de moi, la langue française fait partie de moi,
et la langue arabe dialectale aussi. Donc ça fait 3 univers linguistiques avec tout ce qu'ils charrient derrière eux. Et puis, et donc, le fait de parler en arabe dialectal fait que ça peut faire penser que je suis resté fixé à un moment donné ou à une sorte à une sorte de niveau d'appartenance, et alors que non. Alors, quelquefois, la langue arabe dialectale, ça me permet de faire apparaître les inflexions de ma voix sans me sentir ni en deçà, ni au-delà de ce que je voudrais finalement laisser entendre. J'arrive à placer ma voix d'homme, à la placer comme il se doit pour faire passer un message. Ça dépend des moments où je dois un peu élever la voix, les moments où je dois être dans la douceur et dans une sorte alors qu'avec le français, ça m'échappe. Ça m'échappe un peu, et quelquefois j'ai la voix un peu trop douce alors que je la voudrais beaucoup plus tonique et beaucoup plus finalement même violente. Et ma violence se perd dans le registre de ma voix. Voilà donc j'appartiens, mais si je dois appartenir à une langue, c'est bien au français. Et c'est là est une donnée, j'allais dire, mathématique. J'ai passé la plus grande partie de ma vie en France, soit à entendre du français, soit écrire en français, soit à parler en français. Et donc, mais les autres langues n'ont pas disparu. Voilà la chose. L'arabe, je l'ai ressuscité parce que j'ai un fond toujours présent, un fond coranique, même si finalement j'ai oublié le Coran que j'avais appris par cœur, mais il me reste un fond de mots et de synonymes et de capacités qui n'est pas aussi intact qu'au début, qui n'est pas aussi plein qu'au début, mais il reste quelque chose dont je peux me servir pour parler pendant un certain temps en arabe purement littéral. Et tandis que pour l'arabe, évidemment, dialectal, là, il n'y a pas eu de perte, puisque j'ai pu de nouveau m'exprimer dans cette version de l'arabe et matiner de parler berbère et d'espagnol et de français et quelquefois de portugais, etc. Là, la chose, alors la dérive, comment on peut s'installer dans cette expression de la dérive. C'est particulièrement frappant parce que la dérive, elle peut sembler se passer, comme on pourrait dire, dans ma tête, il y a tout un... il y a des batailles qui se livrent dans ma tête. Il y a le fracas des armes, il y a les cris des blessés, il y a mille et une choses qui se passent. Donc c'est très animé,
et il y a une vie insoupçonnable. Bien sûr, on peut donc être assis tranquillement, sans rien laisser paraître, et pourtant, à l'intérieur de soi, on est totalement dans une sorte, totalement dans la confusion et dans l'étalement et dans l'éclatement. Le soi n'est pas stable, n'est pas fixé, n'est pas référé à quelque chose en particulier. Il est totalement partagé entre voilà, quand on dit il y a une polarisation, là on pourrait dire il y a carrément une pluripolarité, c'est-à-dire c'est pas deux pôles, c'est pôle sud, le pôle nord et le pôle sud, c'est carrément des pôles dans chaque fois. C'est j'appartiens à un pôle, puis de nouveau j'appartiens à un autre, puis il se crée une dérivation, puis voilà, on voit la naissance d'un autre pôle, puis je suis dispersé entre des pôles sans cesse renouvelés, sans cesse augmentés. Bien sûr, il y a une limite à cet éclatement, mais il est déjà assez conséquent. Alors les références qu'il y a dans la tête, elles sont, elles sont quelque part, elles ne peuvent pas vivre, cohabiter tranquillement. Elles sont des sens divers et il y a souvent du conflit, il y a souvent de l'instabilité, il y a souvent de la tension et il y a des passages à l'acte, voilà, il y a carrément de la violence et de l'exercice d'une sorte de puissance, voilà. Ça se bat et ça compétitionne vraiment. Donc voilà, la dérive, euh, la dérive. Comment être dans un monde, d'ailleurs, on pourrait augmenter un autre versant de la chose, c'est comment être dans un monde qui vous échappe. Là, je parlais d'un monde dont j'étais une sorte d'acteur. Aujourd'hui, je suis sorti. Je suis plus un acteur. Je suis plus dans les carnets d'aucun agent, donc je compte plus. Donc, je ne serai plus appelé à jouer aucun rôle. Donc, j'ai joué un rôle mineur, certes, mais j'avais un rôle. Aujourd'hui, je n'ai plus de rôle. Alors, je vois que la dérive, quelque part, que j'avais impulsé un peu moi-même, que cette dérive m'échappe et je suis dans une complication, dans un état ultérieur de la dérive. Voilà, je maîtrise ou je contrôle plus grand chose. Simplement, j'ai encore la capacité de constater. Voilà, je, je suis là à regarder à quel point je suis sans ressources et sans pouvoir et sans capacité d'agir. Il m'arrive de passer énormément de temps sans avoir le sentiment d'exister. Je ne suis moi que
que parce que je me force à le ressentir. Autrement, je pourrais douter de la réalité de mon existence. C'est vrai que l'idée que j'existe m'est tellement familière que je pourrais continuer quelque part à me penser existant alors que je ne le suis plus. Juste à vivre dans l'illusion. Le fait, ou alors c'est une illusion qui est tellement bien installée que elle comment dire, elle se poursuit d'elle-même, elle se reproduit, elle est inarrêtable. Voilà, donc on peut douter de la réalité de soi, même si je touche ma main et voilà, et je peux la presser et j'ai une idée de ce que je fais. Voilà, il y a une action et il y a les résultats de cette action. Alors, mais même ça, comment on pourrait dire, pince-moi, je rêve, je voudrais, réveille-moi, pince-moi pour me réveiller, ça ne sert à rien, je peux me pincer, je ressens une petite douleur, mais sans plus, ça me réveille, rien ne pourra me réveiller. J'ai perdu l'assise, toute assise dans la réalité. Alors, je fais ça aussi parce que c'est autant, euh, autant continuer d'être dans la fiction plutôt que de finalement prendre réellement conscience de sa fantomité. Je suis un fantôme, je suis un vestige, une sorte d'ectoplasme, je ne sais pas ce que je suis, mais en tout cas je suis plus réel. Mais je ne veux pas l'avouer. Autrement, je veux pas briser l'illusion. Comme on peut finalement vivre et revivre une histoire qui est déjà terminée depuis très longtemps, et on continue de la créer, de la recréer, de la recréer, de la recréer à l'infini. Un instant devient synonyme d'une permanence sans fin, d'une continuité. Pourtant, ça n'a duré que quelques secondes. Comment peut-on euh, comment peut-on se satisfaire de quelques secondes pour penser ou pour exister dans la durée la plus étalée, la plus... Voilà donc dérive. Il y a une difficulté, c'est vrai que déjà il est 2 heures et quelques, il y a une difficulté, comment s'installer. Après, quand on s'installe dans une thématique, c'est pas que ça devient plus facile, mais quitter la thématique, bon, on n'a pas envie, mais il faut commencer à construire une sorte de cadre pour quelque chose, parce que cela doit se terminer par l'écriture. Donc un cadre, évidemment, c'est il faut un cadre. Alors, je ne sais pas comment on peut voir ce cadre. Et évidemment, si ça doit être joué au théâtre, comment parler de la dérive, comment mettre ça en scène. Souvent, il y a une sorte de monologue. Le monologue, c'est pas que ce soit pas intéressant. Monologue, moi j'aime bien les histoires dans lesquelles il y a de la surprise, il y a même, de la mauvaise surprise, dans laquelle il pourrait y avoir de l'inattendu, finalement, des retournements des situations. Le monologue, c'est un peu figé malgré tout. C'est une personne
qui n'interagit qu'avec elle-même, tandis qu'on pourrait mettre des gens et alors l'interaction devient plus complexe, plus intéressante, plus dense. Et dérive, c'est évident que le mot dérive se prête bien à un jeu pour décrire une ambiance dans un couple. La dérive, voilà, une addiction, quelque chose, ou alors une sorte de... Et puis les choses déclinent, les choses finalement commencent à... comment dire, et il y a une sorte de descente, une sorte de d'effilochage, une sorte de déstructuration de ce qui avait une structure. Là, les éléments du départ se défont. Et les êtres qui sont au milieu de cela ne contrôlent plus rien. Eux-mêmes deviennent des victimes de quelque chose qui semble s'être emparé d'eux. Voici donc voilà la dérive. Ça peut être très concret, une dérive faite de violence de toutes sortes, et puis un premier coup, ça en amène un autre, etc. Et puis on peut monter graduellement dans l'administration de la violence, parce qu'on y prend plaisir, parce que la résistance de l'autre augmentant, donc on est obligé d'augmenter un peu, d'agir encore plus violemment. Je sais pas, la dérive, c'est le fait de perdre ses ancrages. Voilà, donc la dérive, bien sûr, pour une embarcation, c'est clair que l'ancrage est une chose, voilà, qui permet, dans les moments de tempête, s'ancrer et donne une chance de pouvoir résister. Quand on est livré, bien sûr, aussi l'ancrage, je ne sais pas comment le dire, l'ancrage, le fait de se fixer au fond d'une chose pour pouvoir obtenir une certaine stabilité quand l'encre est rompue. À ce moment-là, les choses, quand on perd son encre, à ce moment-là, on est en danger finalement. Donc l'ancrage est une chose. L'ancrage est, en même temps, c'est comment doser entre la stabilité et la perte de stabilité. Comment finalement jouer sur la peur. Comment sur le fait d'être devant le danger. La peur peut agir souvent comme une sorte de motivation supplémentaire pour nous inciter à faire quelque chose, à passer à l'acte après qu'on ait finalement perdu beaucoup de temps à hésiter. Voilà, devant l'imminence ou devant la possibilité d'un danger, je vais agir avant de devoir réagir. Je vais d'abord agir. Je vais, par exemple, faire dans la rupture, je change de lieu, je change d'habitude, je change quelque chose qui doit être assez fondamental. Le changement doit être d'ampleur. Donc la dérive, simplement, aujourd'hui j'ai passé la journée avec mes bouchons d'oreilles, donc vraiment j'ai non seulement je suis isolé du monde, mais en plus je renforce cet isolement
par ces bouchons d'oreilles qui ne me font pas entendre les sonneries du téléphone, qui m'isolent beaucoup par rapport à ce qui pourrait se passer. Mais dans mon malheur, j'arrive finalement, je trouve les ressorts, l'énergie pour pouvoir ne pas être dans une sorte de perte de la maîtrise. Je vois mon corps qui se détériore, mais après tout, c'était attendu. Le corps décline faute de soins ou autre, mais à côté, j'ai pas de nouvelles de l'extérieur. J'ai besoin de faire le voyage, le dernier voyage, je voudrais presque le faire seul, sans que viennent finalement s'ajouter d'autres choses. Je sais que les gens autour de moi, enfin qui étaient autour de moi, peuvent être dans des situations difficiles, finalement être en danger, peut-être même être dans une position ultra, mais je ne veux pas le savoir. Euh, ça n'empêchera pas l'événement de se produire, mais moi je veux rester dans l'ignorance de cela. Voilà une dérive dans laquelle je ne veux pas savoir. Peut-être je vais arriver quelque part dans un lieu où je vais être mis à mort, où je vais être consommé, je vais être mangé. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que c'est pas encore arrivé. Tu peux me le prédire, tu peux, mais moi, je dis quelque part, j'ai cessé de décider, j'ai cessé de me prendre en charge. Peu importe où j'arrive, peu importe ce qui va m'arriver, je ne sais même pas si je vais arriver quelque part un jour, avec quelque part un jour. Je ne suis pas du tout assuré. Je peux, selon les conditions, selon, je ne sais pas, un certain nombre de paramètres, comme on dit, c'est sûr que l'île dont tu me parles, je vais sûrement jamais y accoster, donc c'est pas la peine. Il y a de très peu de chances pour que je l'atteigne. Donc voilà, mais à la fin, de toute façon, que je meure haché menu par des anthropophages ou pas, c'est pas un problème. Je vais mourir quand même et ma chair va être consommée. Alors, qu'elle le soit par un être ou un autre, c'est pas, pour moi, ça ne change rien. Donc la dérive, c'est vrai, c'est un séjour parmi les mots. Alors il y a des mots, je sais pas comment on voit passer des choses au loin ou tout près même, peu importe, mais en tout cas il y a un mot qui passe. Soit on le reconnaît, soit il nous semble familier, soit on ne le reconnaît pas du tout. Voilà, on dit ce mot, c'est vrai que je l'ai fréquenté, mais aujourd'hui les liens ont été rompus, il n'y a plus de relation entre nous. Ce mot, non, il vaut mieux qu'il reste éloigné. Ce mot, je ne veux plus l'utiliser, je ne veux plus y recourir. Voici donc les choses se passent. Alors on peut, dans la dérive, une certaine figure de la dérive, on pourrait se saisir de n'importe quoi. Finalement, tout ce qui peut prolonger notre vie. Alors je vois un petit radeau
je sais pas, un petit radeau, quelque chose qui passe devant moi, c'est des plantes là qui surnagent. Je m'en saisis quand même au cas où je trouverai quelque chose. Peut-être que je trouverai un bout, peut-être que je vais les sucer parce il pourrait y avoir de l'eau douce, pourrait avoir capté un peu d'eau douce, j'en sais rien. Je pourrais n'importe quoi. Mais voilà, on pourrait se saisir de n'importe quel mot parce qu'il y a un espoir de vie ou de survie dedans, parce qu'il peut m'être utile même de façon très très réduite. Ou alors, je dirais, tiens, cette chose-là, je m'en saisis, elle pourra m'être utile peut-être plus tard. Ce bout de bois qui passe, je vais peut-être m'en servir pour éloigner un danger, tiens. Voilà. Voilà un mot que je garde en prévision d'un moment un peu difficile. Voici donc la dérive, comment elle peut se passer, la dérive. Il y a un moment où on a quelque chose de lourd dans la tête. On sent que sa tête n'est pas tout à fait dans une situation habituelle. Elle est comme alourdie par un poids. Et ça empêche les mots de surgir. Mais c'est comme ça, on ne peut rien faire contre. Les mots d'abord apparaissent suite à un processus, et si le processus est enrayé, ben, voilà, donc les mots n'apparaîtront pas comme habituellement. Donc ça va rencontrer beaucoup de difficultés et le résultat serait marqué par ce moment ou par cette situation difficile. En tout cas, dérive, comment construire une chose comme ça à partir de quoi. Moi je suis toujours resté très comme quoi on accumule des choses et comme on voit que les choses qu'on a accumulées, on y revient. Donc ça aurait été intéressant d'accumuler des millions et des millions de choses. Alors je me rappelle quelqu'un qui avait passé son diplôme des beaux-arts, et son diplôme, ça a été une réalisation faite avec des bouts de bois, du bois flotté, voilà. Donc, ce qui fait que une fois le moment passé, le moment de l'examen passé, donc elle a ramassé ces bouts de bois marqués par le séjour dans l'eau salée. Mais évidemment, ça fait un truc, c'est dans la mise en scène, c'est dans le récit, c'est dans que ça avait du sens, ou ça avait du sens supplémentaire, ou du sens plus appuyé. Là, rangé comme ça fait, voilà, ça fait rien. Je sais pas, n'importe qui pourrait y passer, dire tiens, il prend ce bout de bois pour un usage ou un autre. Il n'y verra pas, il verra pas le côté esthétique ou le côté créatif ou artistique. Le rôle qu'il a joué dans le dispositif artistique n'est plus apparent. Voilà, donc je ne sais pas ce que je voulais dire, j'ai trop parlé de ça, et donc j'ai oublié ce qu'il y avait avant. Et en fait, je ne sais pas, voilà ce qui reste, je pourrais dire, voilà ce qui reste de quelque chose qui a cessé d'être.
il reste... déjà la chose était un vestige, c'était de la réutilisation de quelque chose qui s'était déjà détaché de son milieu d'origine. Alors on a recueilli quelque chose à qui on a donné une nouvelle identité, quelque chose qu'on a installé dans un nouveau contexte, qu'on a aggloméré à d'autres éléments et on lui a donné une nouvelle fonction. Mais cette fonction n'était que provisoire. C'était destiné à un usage peut-être unique. Et après c'était rangé. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. En tout cas, j'ai oublié. Voilà, donc j'ai perdu la concentration. Et oui, la dérive, je sais pas. La dérive, c'est d'être en possession d'éléments comme ça aussi finalement peu de valeur, de peu de signification par eux-mêmes. Le bois flotté, bien sûr, il y a du bois flotté qui est différent du reste, qui est déjà très suggestif, qui nous permet d'imaginer, je ne sais pas, une chose ou une autre. Mais il y a du bois flotté qui est totalement ordinaire, sauf qu'il est gris. Sauf quand il a séjourné dans l'eau, il perd sa couleur d'origine, il devient gris. Voilà, on le reconnaît comme ça. Voilà, sa grisaille, le fait qu'il est... voilà ce qu'on ramène un peu, les mots qu'on ramène et qu'on essaie de placer dans dans un dispositif et après on vient appliquer dessus un discours, on vient mettre des mots pour expliquer le sens de la démarche, créer un peu l'adhésion à ce projet, donner envie de croire en la validité de cette construction, en la validité de ce projet, en la validité de cette illusion. Cette illusion tient par l'engagement, par comment dire, par l'engagement de celui qui l'a mis en place, par comment dire, par sa capacité à lui adjoindre des choses qui peut-être n'ont pas un rapport totalement évident. On pourrait même construire quelque chose et puis lui appliquer un récit qui est totalement finalement, j'allais dire antithétique, mais un récit totalement différent, totalement comment altère. Et même dans cela, ce récit, il ne peut exister que dans une sorte d'opposition, dans une sorte de volonté de se détacher, de se différencier. Donc il y a bien un rapport finalement d'évitement, un rapport presque d'hostilité, un rapport de non-reconnaissance, un rapport
Donc, la dérive entre les mots, parmi les mots, la dérive, c'est une dérive lente et quelquefois très, très, très peu riche en événements. Euh, Quelquefois, on dérive en ayant finalement oublié le sens, oublié le temps, oublié, oublié le monde. Et quelquefois, on dérive avec quelques mots et pendant longtemps, on fait que cela. On a oublié les autres mots, on a oublié le reste, on a oublié les autres pensées, on a oublié de ressentir, on a oublié de s'impliquer, on a oublié de réagir. On est comme dans une sorte de non, non, non pensée, non réactivité, non participation. Voilà. Dans une sorte d'assoupissement qui se prolongerait voilà, longtemps. Et peut-être, voilà, je fais le même rêve qui revient tout le temps, et je ne fais rien pour l'éloigner. Ce que je vis n'a pas, ne réclame pas le changement. Il n'y a pas de nécessité d'introduire de la variation, de pimenter quelque chose, de rehausser des éléments, de faire naître d'ailleurs le moindre événement. Peu importe si les choses devaient durer ainsi, on pourrait penser s'être débarrassé justement de ce qui fait un peu notre fardeau. Je ne pense plus, je ne ressens plus, je ne vois plus, je n'entends plus. C'est comme si j'ai atteint une sorte de réalisation ultime. Ce qui me reste, c'est juste des choses les plus élémentaires et les choses les totalement indispensables à ma survie. Je goûte de l'eau, j'en prends un peu et ça me suffit. L'eau que j'ai dans mes mains me suffit largement. J'en bois et puis c'est bon. Je réclame rien d'autre. Je peux manger une chose sans plaisir, sans déplaisir. C'est mécanique, rien d'autre. Mécaniquement, j'assume une certaine une fonction, mais je suis pas cette fonction. Cela je le pratique sans conscience, cela ne me réveille pas, cela ne m'atteint pas. Voilà donc une dérive qui peut-être je suis imminemment influencé par l'état de ma tête. Je ne sais pas si je couvre quelque chose, en tout cas j'ai un peu l'impression que je vais défaillir, ce qui fait que ça interfère énormément sur ce que j'ai à dire, ou ce que j'ai pu dire. Il y a réellement une sensation assez inhabituelle
mais quelque chose que je traverse qui n'est pas très réjouissante. La vallée des larmes, voilà, je me souviens, la vallée des larmes, j'ai oublié ça dans des propos précédents, la vallée des larmes. Si qu'on traverse la vallée de la mort, la vallée des larmes, la vallée de la peine, la vallée des regrets, la vallée de l'amertume. Après, voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est ça un peu ce truc de la dérive. Et c'est intéressant de matérialiser la dérive par finalement par un état des mots eux-mêmes. Il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de il n'y a pas de cette tendance à la performance, voilà, à la volonté de subjuguer il y a comme j'observe un être qui s'observe un peu de l'extérieur. Voilà, il m'arrive des choses, je suis en train de me noyer, mais je ne panique pas. Je garde une certaine lucidité, mais je sais pas comment dire, extra-corporelle. Je me vois me noyant et bon, voilà, ce corps coule parce que selon les lois, je sais pas, de la gravité ou de ceci ou de cela, ben voilà, c'est simplement un corps qui, dans des conditions, voilà, hypothermie ou des choses comme ça, voilà, il résiste pendant un certain temps, puis évidemment, il perd le combat parce qu'il n'est pas dans son élément. Voilà ce qui arrive à mon corps. J'ai l'occasion de faire une expérience de visu, voilà, de faire l'expérience sur moi-même, et je suis le seul témoin évidemment de cela, mais je suis un privilégié, mais je me regarde mourir et j'observe cela sans réagir, sans me sentir concerné. Voilà, la dérive est d'une certaine façon, j'essaie de dire que je suis hors de mon corps, mais quand je parlais de maux de tête ou des défaillances, je suis dans mon corps, évidemment. Je dérive avec ce corps. Je dérive pas seul. Et alors, qui a fait dériver l'autre en premier? Est-ce mon esprit? Est-ce mon corps? Est-ce les deux en même temps? Est-ce autre chose? Je sais pas. En tout cas, je me retrouve sans, voilà, sans destination, sans but. Voilà, dérivant, s'enfonçant le plus loin possible dans une sorte de lieu inconnu. Je dirais pas des ténèbres parce que c'est autre chose, c'est juste l'inconnu. Pour moi, peut-être c'est très connu pour d'autres, mais pour moi c'est un inconnu. Alors je prends connaissance avec des éléments nouveaux, avec des conditions de vie nouvelles. Voilà, je dois finalement je cherche même plus à m'adapter. C'est-à-dire, si je m'adapte sans envie de le faire. Si mon corps s'adapte, tant mieux. S'il ne s'adapte pas, tant pis pour lui. Je peux dire, je dérive hors de mon corps, mais en même temps, je suis dans mon corps. Alors, voilà, donc la dérive avec les mots se fait hors du corps et en même temps avec la présence toute
toute proche ou toute, j'allais dire, toute prégnante du corps. Ce corps qui, voilà, je me suis senti un peu comme emporté, comme si j'allais m'effondrer. C'est une de mes peurs, bien sûr, de perdre un peu, de perdre conscience et de me retrouver. C'est une chose qui me fait peur parce que je n'y suis pas habitué. Bien sûr, je pourrais perdre conscience, je suis assis, il n'y a pas trop de risques, mais si j'étais debout et que je perde conscience, ça, ce serait autre chose. Mais déjà je vois que un élément supplémentaire que je peux ajouter à cette dérive, c'est cette dérive vers une sorte de dessaisissement. Je ne suis plus maître de mon corps et mon corps, je ne sais pas ce qui le fait réagir, ce qui l'anime. Voilà, et là il est sur le point de défaillir, c'est comme ça. Alors, observation clinique en même temps, observation très subjective. Voilà, je m'observe, je regrette le sort fait à ce corps, euh, je regrette, je regrette cette, cette voie que j'ai suivie, ce chemin de l'égarement, ce chemin de l'erreur, mais c'est comme ça. Ça n'a pas été un choix, ça a été une sorte de, là encore une dérive, mais on peut dire que je suis habitué de la dérive, voilà, que je pratique depuis très longtemps. Voici donc, je termine, je m'arrête là. Ce n'est pas une chose ce n'est pas une chose très intéressante. C'est un drôle de, un drôle de moment. Un drôle de moment. D'abord, c'est un drôle de moment pour parler. C'est un drôle de moment pour, voilà. Tout cela est drôle et pathétique en même temps. Tout cela est d'un naturel et d'un, et comment dire, mais en même temps, ça a quelque chose de particulier et qui a une certaine singularité dans, dans la descente aux enfers, dans ce déclin qui s'est entamé il y a quelque temps. Voilà, il y a des moments où on sent que cela s'accélère, que la vitesse de chute c'est un peu renforcée. On se demande pourquoi. Avant, je chutais à un certain rythme, mais il me semble que cela a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, un moment, voilà, on va arriver, dériver, on va arriver devant une sorte de précipice, voilà, et je vais être précipité un peu, je vais être disloqué par les flots, je vais totalement, voilà, me retrouver en bas et totalement inerte, ballotté par les flots, et voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Ça va se terminer de façon assez brusque, de façon assez, assez tonitruante. Voilà, donc j'arrête là et l'idée de la dérive ou des dérives est intéressante. On cherche toujours quelque chose pour un peu parler de façon
globale à propos d'un certain nombre d'événements. On pourrait parler de la dérive des continents, on pourrait parler de la dérive des populations vers d'autres régions. Il y a un déplacement, ça peut être une dérive. Mais en tout cas, il y a des gens qui entament leur dérive avec beaucoup de précipitation et avec beaucoup d'impatience. Et c'est toujours comme ça. On va vers sa ruine un peu de façon très, je vais dire, il y a avec une telle énergie, un tel engagement que cela laisse perplexe. Comment peut-on faire confiance finalement? Comment peut-on être aussi aveugle et aussi peu conscient du risque que l'on va affronter et du danger qui est du danger qui nous attend. Voilà. Donc il y a, comme on peut parler, il y a beaucoup d'appelés et finalement peu d'élus, il y a peu de gens qui vont finalement se réaliser dans cette action-là. Il y aura beaucoup de déçus, beaucoup de perdus, beaucoup de noyés, de, beaucoup de gens qui vont dériver toute une bonne partie de leur vie. Et voilà, ils vont devoir le constater un moment ou un autre. Alors vive les dériveurs, vive le monde dans lequel rien n'est stable, tout dérive, tout bouge, rien n'est fixé, rien n'est stabilisé, les vérités, comme les dogmes, comme les sensibilités, comme les engagements, comme tout quoi.